Bonjour Monsieur Laborde. Bonjour. Voilà, merci de rejoindre les studios de Radio Biarritz. Alors, vous venez dans le cadre en fait d'une petite enquête que l'on fait, si je puis me permettre comme ça, la première enquête que l'on essaye de faire sur Radio Biarritz, et ça concerne le plateau d'Aguilera, qui a un projet en fait de construction, en tout cas de réaménagement, dans lequel il y aura des habitations, on garde aussi un peu les infrastructures sportives, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Biarros, qui les questionne beaucoup. Un, sur la finalité, est-ce que voilà, ça va est-ce qu'il est légitime de construire ou pas sur ce terrain? Est-ce que on garde l'esprit sport? Est-ce qu'on veut du sport du haut niveau, etc. Donc il y a plein de questions. Tout le monde n'a pas le courage de venir au micro de Radio Biarritz, et je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes qui carrément me disent non, mais j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc comme si que parler, de donner son avis, allait susciter quelques problèmes. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de vous recevoir. Franck Larac va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Il aura peut-être des questions particulières à vous poser. Alors, Monsieur Pierre Laborde, déjà pour vous présenter vite fait, mais peut-être que vous allez le faire mieux, de manière plus approfondie. Donc, vous êtes un ancien prof de géographie à l'Université de Bordeaux, et vous avez écrit de nombreux livres sur Biarritz et le Pays Basque, toujours dans le thème des maisons, peut-être des architectures, de la géographie. Est-ce que vous nous en dire deux mots déjà sur vos ouvrages, et le plus important, par exemple? Alors, je commencerai d'abord par dire que je suis né à Biarritz. D'accord, bravo. Et donc, j'appartiens à une très vieille famille de Biarritz. Bon, bien sûr, j'ai été passionné par Biarritz et par son histoire, d'où j'ai quitté par moments un petit peu la géographie pour me pencher davantage sur l'histoire. Mais je n'ai jamais oublié que j'étais géographe. D'accord. Donc, les deux sont tout à fait intimement liés. Alors, j'ai publié plusieurs livres, je dirais, d'une histoire de Biarritz. Il y a plusieurs éditions, si vous voulez. J'ai publié aussi pas mal d'articles. J'en ai un qui sera sous presse bientôt aussi, sur Biarritz et la Belle Époque. Ah, très intéressant. Hein. Et dans quelle revue Là, comme il n'y a rien ici, à Biarritz, je le publie à Bayonne. D'accord, merci à nos amis voisins bayonnais. Bon, voilà. J'ai publié d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans aussi un article sur les grands incendies qui ont eu lieu à Biarritz. Bon, je ferme la parenthèse. C'est plein de petites histoires en fait qui sont. Mais vous reviendrez, j'en suis sûr, à nous parler de tout ça, parce que des grands incendies à Biarritz. Alors là. Bon, je ferme la parenthèse. D'accord. Donc, essentiellement, je peux parler de Biarritz, de son histoire et de comment Biarritz s'est fait et qui est venu. Et si on veut parler d'Aguilera, je peux signaler quand même que, pour moi, le développement du sport à Biarritz a été le fait des Anglais. Et d'accord. Je dirais peut-être qu'au départ, le sport est pratiqué par une élite ou une aristocratie anglaise. C'est eux qui vont introduire d'ailleurs les tennis, qui vont introduire le cheval et qui vont introduire le rugby, qui sera repris par des gens de Biarritz même, dans la même mouvance. Petit détail que j'ai tout d'un coup en tête, avec l'introduction ou la diffusion du vélo, par exemple, ce sont les Anglais qui, les premiers, ont organisé des courses de ce qu'ils appelaient de vélocipèdes sur la côte des Basques. C'était à quelle période? C'est avant 1900, 1890. D'accord. Comme ça. Ah, ouais. Très tôt, en fait. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, la diffusion de l'automobile. Bon. Si bien qu'un certain nombre de ces lieux de sport, en dehors de la pelote, qui se fera plus à l'intérieur de la ville,
Le premier endroit où on pratiquera la pelote, c'est à l'emplacement des Halles. Mais il y aura aussi un terrain de pelote avenue de Verdun. Mais à Aguilera, ça va commencer par les tennis. On installe des tennis sur la propriété d'Aguilera. Qui appartenait Probablement, je ne sais pas exactement le nom du premier propriétaire, mais le domaine d'Aguilera a été vendu à la ville de Biarritz en 1906 à un certain, je vais écorcher le nom bien sûr, je crois monsieur de Montcabrier, quelque chose comme ça. Mais ça, je peux vous le retrouver si vous le voulez de façon précise. Ah oui, avec plaisir. La ville l'a acheté 200 000 €. C'était des francs or, bien entendu. Donc 200 000 francs or ou l'équivalent de 200 000 francs or. 200 000 francs or. Ah oui. Voilà. Mais il y avait déjà les tennis. Et déjà, on pratiquait le rugby. Puisque le premier match de rugby a été réalisé en 1903. Ah oui, mais c'est très récent. Donc c'était pas bien sûr le BO d'aujourd'hui. Non, ce n'était pas le BO. C'était les Anglais qui amenaient leur équipe peut-être ou qui jouaient entre eux. C'était des civils. Je vous signale petit détail qu'au musée historique, il y a un vitrail en l'honneur d'un joueur. Ah, était-il anglais ou gallois? Je ne sais plus. Qui jouait à Bayonne et qui avait été bienfaiteur de l'église anglicane. Et donc il y a un vitrail pour lui. En son honneur. Et en tenue de rugby, parce que pourtant j'y étais plusieurs fois à ce musée, j'ai jamais fait attention. Non, je crois pas. Je ferai attention, je demanderai. C'est sur une des petites chapelles sur le côté, à gauche du chœur. Bon. Alors je reviens à cela. Donc probablement que le propriétaire ou les propriétaires, je crois qu'ils étaient plusieurs, autorisaient le terrain comme terrain de jeu. Mais ça, je ne connais pas l'historique, je ne sais pas. Donc à partir de 1906, c'est la municipalité Forçance qui va acheter le terrain, et ça a coûté très cher. Ils ont fait sur plusieurs membres. Donc là, ils ont acheté un terrain équivalent d'un terrain de rugby ou le domaine était beaucoup plus vaste? Je crois qu'ils ont acheté les terrains de tennis et la villa, tout, l'ensemble. L'ensemble, donc ça faisait 7 hectares. 7 hectares. Je ne sais pas si c'est les 7 hectares aujourd'hui. Oui, à peu près, 7 hectares. À l'époque, c'était 7 hectares. Voilà. D'accord. Et puis, d'une façon plus normale, les matchs vont avoir lieu. On va construire des tribunes, etc. Des tribunes, d'accord. Et puis, les courses de chevaux, alors c'était sur le même terrain? Alors, très tôt, il y a eu aussi le concours hippique. C'était des courses, c'était quoi? Le concours hippique, c'est-à-dire... Le concours hippique, c'est le concours sur obstacle. Sur obstacle. Malheureusement, je n'ai pas la mémoire des dates. Quand est-ce qu'il y a eu le premier? Peut-être très tôt. Mais c'était en même temps, disons. Je pense à ce moment-là. Mais ensuite, le terrain de concours hippique a eu lieu, s'est placé à côté du terrain actuel. Où il y a les tribunes, qui, je crois, maintenant, est un terrain d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est le terrain qui est derrière le terrain principal. Voilà. Ouais. Non, pas derrière le terrain principal. Sur le côté? À côté du Alors, à côté, c'est le terrain d'entraînement, d'accord. Et il y avait les courses... là, le concours hippique. Le concours hippique était là, ici. Ça, des photos, il y en a en quantité. Ils utilisaient les mêmes tribunes, en fait. Oui. Voilà, très bien. Qui ont duré, je crois, jusque dans les années 70-80. D'accord. Donc avant d'aller. Oui, assez récemment. Oui, parce que personne m'a dit récemment qu'elle regrettait que ça n'avait plus lieu, et vu son âge. Et donc c'était populaire. Vous me disiez qu'il y avait du monde qui allait voir. Beaucoup de monde. Voilà, ces courses, ces matchs.
Voilà. Voilà, c'était très fréquenté comme terrain. Si vous voulez, pour Biarritz, c'était important. Il y avait le terrain du concours hippique, il y avait le terrain du polo, où aujourd'hui il y a les courses de chevaux, Mhm, en allant vers la Négresse. tout à fait. C'était nécessaire pour la société qui venait ici en vacances. Il y a eu des courses de lévriers aussi, Alors, de chiens, il me semble. Oui, oui, c'est un peu plus anecdotique. Voilà, c'est anecdotique. Et puis, il y avait les courses de chevaux Mhm, qui avaient lieu à la barre. d'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Qui ont duré jusqu'après, jusque dans les années 60, je pense, la barre. Et les années 60, oui. Moi, j'ai vu des vieilles photos, effectivement. Non, mais parce que Ça- je me souviens y avoir été. Ah oui. Il y avait la piscine. Moi quand j'étais enfant, il y avait, disons, Non, il y avait. avant la piscine. C'était avant. Oui, mais c'est du côté de la. C'est là où il y a les deux étangs et tout ça. Oui, voilà, ça c'est du côté de la patinoire. Voilà. Peut-être. Là, il y avait Ah oui, la patine. la patinoire. C'est là où il devait y avoir les courses hippiques. Et la piscine a été du côté des Sables d'Or, me semble-t-il, de mémoire. Mais Non, c'est tous les terrains qui sont entre l'entrée de la Dour, voilà, l'embouchure. et jusqu'au... Il y a une thalassothérapie. Oui, au Miramar. Oui, c'est ça. Pas Miramar, si. Atlanta. Atlantal. Voilà, C'était tout ça. Parce qu'il y avait une très grande anneau pour les courses. Donc il y avait beaucoup de chevaux importés, disons, par les Anglais. Non, ça, là, je ne dirais pas ça. C'est la pratique. La pratique. Nous sommes dans une région où on a toujours élevé des chevaux. Alors, il ne faut pas oublier le cas de Pau, Oui. qui est un grand centre hippique à cette époque-là, et qui l'est toujours. Il y a des épreuves dernièrement, d'ailleurs, à Pau, qui sont d'une très très grande importance internationale. Et d'autre part, l'élevage des chevaux et des chevaux de course a toujours existé dans la région, vers Bidache, vers Pérorade et tout ça. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Et puis à Biarritz, on garde quand même le centre hippique Voilà. de la côte basque. Et on a oublié, dans les sports, on a oublié le golf aussi. Ah bah oui, c'est le golf, hein, quand même, le premier sport. qui est en fait le second installé sur le continent européen. Le premier, c'est Pau, je crois. Oui, c'est Pau. Et oui, donc ça fait beaucoup de verdure, tout ça. Et par contre, on ne jouait pas au golf à Aguilera. C'est trop petit. Non. Voilà. Bien que c'était pas aussi habité à l'époque, je suppose. À l'époque. Non, certainement pas. Voilà. Certainement pas. Mais le golf a été d'abord, je crois, à la repunte. Mais on fait très vite à l'emplacement du terrain actuel. Voilà. Et donc vous me disiez, ce qui était intéressant, c'est que quand on a déplacé donc le terrain pour les courses hippiques, à Île-Baritz, je dirais. Voilà, disons non, le terrain des courses hippiques à l'hippodrome actuel, de Aguilera à l'hippodrome. L'hippodrome, c'était le polo. C'était le polo. Alors on va faire, donc voilà. Je précise. Le premier polo qui existait ici était à Beiris. Donc le polo, le jeu de polo. Le jeu de polo. Voilà. Était à Beiris, à Bayonne. Vous connaissez pas? Oui. Ça a toute une histoire. Donc ça, on apprend des choses. Il va falloir que vous reveniez. Hein. Donc, disons, avant la guerre, avant 1939, le polo était à Beiris. D'accord. Puis après, il a été supprimé du polo Beiris. Ouais. Le polo Beiris. Ben oui. Et il a été transformé au passage en camp de détention, enfin, etc. On a ouvert ici un polo à ce qui est aujourd'hui l'hippodrome. D'accord. Et alors... Mais la pratique a très vite décliné.
Et oui, la pratique a décliné. Et donc, parce que vous me parliez en fait que le public n'était plus au rendez-vous Ah, quand on a déplacé, vous me parliez d'Aguilera. moi, je constate qu'il n'y a Ouais. pas de public, mais Oui. j'accuse aussi un peu en partie qu'il n'y a pas de publicité. Je n'ai pas vu une affiche en ville nous annonçant qu'il y avait du jumping. Oui. Ah, mais ça compte. C'est vrai qu'il faut être averti pour savoir, pour être connecté aux sources qui vont vous informer. Mais bon, non, mais c'est vrai, hein, ce que vous dites. On ne parle pas trop de chevaux, de cours de chevaux, de trot, tout ça. On n'en parle pas trop. Voilà. Alors, je me suis posé la question d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est privé là-bas? Est-ce que c'est C'est sur une bonne des question. terrains publics? Ça. Petit détail qui va vous montrer que je fais attention aux choses. Autour de lieux où se déroulé le concours hippique, il y avait un seul oriflamme. Bidart. D'accord. Je n'ai pas vu d'oriflamme Biarritz. Non. Non, mais là, il y a des choses à vérifier. Il y a des choses à vérifier. Alors que je sais que le Grand Prix du jumping, c'était le Grand Prix de Biarritz. D'accord. Voilà. Bon, alors, on va retourner donc à Aguilera. Donc, à Aguilera, donc, c'était les biarros. Les biarros venaient faire de l'exercice là-bas, donc du tennis, du rugby. Bon, on va aller voir les concours hippiques. Et puis, c'était le terrain, 7 hectares quand même. Qu'est-ce qu'il y avait, quoi? Une forêt Ah non, je pense pas. C'était quoi? C'était que des terrains comme ça, des terrains, oui. des terrains. Je crois qu'il n'y a rien eu à abattre. Il reste une petite forêt, un petit bois sur le côté. Oui, qui s'appelle Dorian, le parc, le bois d'Orient. Ouais. Bah, il devait bien y avoir des arbres, mais ça, je sais Oui, pas. bon, c'est un détail. Alors, cette fameuse maison rouge qui est aujourd'hui, malheureusement, quasi en ruine, parce que c'est dommage, mais alors, c'était quoi cette maison rouge? Je suppose que c'était la maison des propriétaires. Sûrement. Parce qu'elle a évolué, hein, il s'en est passé des choses. Moi, Je ne connais pas l'histoire de la maison rouge. D'accord. Bon. Maintenant, elle trône là. Et dans le projet d'aménagement futur, on se pose la question, justement, est-ce qu'il faut garder cette maison ou pas? Voilà. Et donc, du coup, voilà, parce que moi, je trouve qu'elle trône là. Elle est en face de la statue de la bienfaitrice. Ce n'est pas un édifice exceptionnel. Non, elle est rouge. Ben, c'est mieux elle est plus jolie que du béton. Il faut dire que maintenant, c'est difficile de faire moins. Je suis de votre avis, mais ce n'est pas d'une architecture qui est remarquable. Bon, c'est vrai, c'est pas remarquable. Pas remarquable. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, de la fameuse comtesse de Benderne? C'était une donatrice, une bienfaitrice? C'était une dame qui habitait à Biarritz. Elle a son buste, juste pour nos auditeurs, elle a son buste à l'entrée du domaine, disons en bout de l'allée des Platanes, ce qu'on a dit, l'allée des Platanes à droite. Oui. Voilà. À côté du monument aux morts. Voilà. Je me souviens que c'était une bienfaitrice. Elle a dû en particulier encourager, mais il faudrait que je revoie ça, hein, parce que j'ai un peu oublié. En particulier les équipes jeunes de rugby. D'accord. Je me demande même s'il n'y avait pas un tournoi de Benderne. Tout ça, c'est à vérifier. Hein. D'accord, mais vous pourriez le vérifier pour nous et revenir nous parler, par exemple, de quelques minutes de je peux vérifier un petit peu. De cette comtesse, parce que pour avoir son buste quand même qui trône, en plus un buste élégant, avec un chapeau qui est coiffé et tout, il est élégant ce buste. Je veux dire, c'est qu'elle a dû être quand même, elle a dû marquer le domaine. C'était une partie. Mais voilà. Je crois en particulier qu'elle s'occupait des jeunes. Donc elle avait une certaine aura auprès de la jeunesse de Biarritz. D'accord. Et dans le rugby, c'est lié au rugby? Et au rugby. Au rugby, c'est intéressant.
Ça, il faut que je revoie. D'accord. Non, mais vous reviendrez nous parler que de ça 2 minutes. Ne m'en faites pas dire plus. Voilà. Donc pour vous, l'activité physique est au cœur de Biarritz, hein, en fait. Absolument. Hein, l'activité sportive et physique. Alors, je pourrais ajouter, parce qu'on a l'air de l'oublier, il y a toujours eu des compétitions aussi de natation. Hein. Ah d'accord, mais et où ça? Ça c'est une très bonne... justement... Il y en a toujours eu. Et où est-ce qu'on nageait? Il y en avait soit au Port-Vieux, soit à la Côte des Basques. Essayez de bien parler dans le micro, parce que... Soit au Port-Vieux. C'est vrai qu'on est tellement bien à Radio Biarritz qu'on on est en safale, mais c'est très bien. C'est parfait. Oui, donc on nageait. Mais il y en avait aussi. Il y avait 2 types de... Il y avait à la fois des épreuves de natation. Il y a des photos, hein, à Biarritz, au Port-Vieux et à la Côte des Basques. Donc on nageait dans l'océan. Dans l'océan, bien entendu. Il n'y avait pas de piscine. Non. Et puis il y avait des régates. C'est vrai que ça, il y avait des régates. Non, mais c'est incroyable, toutes les activités qui ont bon, la natation, il y a toujours, hein, mais bon, dans l'océan aussi. Je me demande s'il y a encore des gens qui nagent. Vu le nombre de surfeurs. Après, il y a les fameux ours blancs qui continuent à nager au Port-Vieux. Oui, c'est une plaisanterie. Ah oui. Non, après, j'ai des voisins qui nagent tout le temps. Non, on nage, mais après, est-ce qu'il y a des compétitions aussi? Il y a la compétition des... Le Maïder à Rostegui. Bon, ça, c'est pour le surf. Mais après, au niveau natation, il y a on va dire, c'est les sauvetages en mer. Alors voilà, ça sauvetage en mer. Oui, voilà. Il y a une compétition qui est difficile, mais c'est pas mal, ça. Et donc pas de piscine à l'époque. Et justement, parmi les gens que j'interroge et qui n'ont pas voulu venir au micro, mais bon, je les comprends. En fait, il y avait la question de faire une piscine justement pour accueillir des compétitions, etc. sur Biarritz et à Aguilera. Bon, donc je donne C'est pas tout à fait à Aguilera. Il a été envisagé à un moment donné de faire une piscine. Je dirais olympique, oui. Enfin, aux normes olympiques, avec Anglette. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que moi j'ai toujours pensé ou c'était sur le territoire d'Anglette ou à cheval. Ou à cheval. Et oui. Et là on est à cheval. Parce qu'il n'y avait pas la place pour Biarritz. Et puis voilà. À Aguilera, il y aurait la place. Ça je ne peux pas dire, je ne sais pas. Bon, voilà. Je ne sais pas quelles sont les dimensions. Bon, disons, on peut faire un gros stade de rugby, on peut faire une piscine olympique. Mais on ne peut pas. Quoique c'est long, une piscine olympique. Hein, je ne sais pas combien de faire. Bon, non, les amateurs de natation, vous pouvez venir nous expliquer tout ça. En même temps, c'est un équipement qui est très coûteux. Eh oui. Parce qu'il faut qu'il fonctionne toute l'année. Hein. C'est clair. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur là on est vraiment dans les très grandes généralités, hein, histoire de positionner Biarritz et le sport et de trouver tout l'intérêt de faire de garder cette âme sportive et l'activité sportive dans le domaine d'Aguilera. Et donc pour vous ça a du sens de garder le sport à Aguilera. Oui, c'est évident. Ça a du sens. Oui, bien sûr. Parce que c'est naturel pour Biarritz. L'histoire nous l'indique quand même. L'histoire l'indique. On ne va pas rayer le stade comme ça. Non. Ouais, voilà. Et au niveau compétition, en fait, parce que faire du sport comme ça pour le bien-être, la promenade, tout ça, c'est sympa, c'est gentil, mais est-ce que Biarritz est une ville pour accueillir des clubs ou du sport international de très haut niveau? Oui, avec l'ambition, comme le BO par exemple, qui a une ambition quand même voilà. Est-ce que vous pensez que Biarritz, dans l'histoire, a porté des grands champions, des grandes équipes? Est-ce qu'elle a une ambition internationale? Est-ce qu'on peut... On peut avoir une ambition internationale sans avoir eu de très grands champions connus internationalement. Alors là, on a entendu sonner. Je vous laisse 30 secondes avec notre ami Pierre et je reviens. Je crois que c'est Franck. Hein. Je reviens.
Allez, oui, c'est Franck. Donc Franck va nous rejoindre. Il va prendre ma place 10 minutes. Il aura sûrement d'autres questions. Votre question demande 1. Est-ce que Biarritz peut accueillir? Je dirais oui. Elle peut avoir les hébergements, oui. Hein? Est-ce qu'il y a les installations? Non. Voilà. Est-ce qu'elle peut accueillir? Oui. Est-ce qu'il y a des installations? Non. Très bien. Bon, mais bonjour Franck, bienvenue dans le direct. Il arrive avec son petit sac. Voilà. Bon. Ouais, installe-toi, mets-toi un petit casque. Je vais. Je vous en prie. On a bien. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Oui, oh là, bien sûr. Bon, je vais régler le micro de Franck. On va te faire un petit résumé rapide. J'ai fait beaucoup parler. Hein. Voilà, j'ai fait un petit peu parler. On a parlé de beaucoup de généralités. Voilà, on s'est dit qu'on se donnait autour de midi. Ah bon. C'est parfait, parce que je ne vais pas pouvoir... Voilà, donc si tu as une ou deux questions très particulières à poser... Et attends, je vais mettre les micros et je vous rejoins. Je me le cache, alors. Ah. Oui, on met les casques. Voilà. Bon. Et ça continue, on est toujours en direct. Là. Ah oui. Bon, mais oui. Bon, mais comment allez-vous depuis Ça va, j'ai pris quelques années de plus. Oui, oui. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'est début 2020. Je n'ai pas du tout la Avant les élections municipales, quand on... À Bidart. À Bidart, voilà, sur le... Quoi, Bidart-Biarritz, puisque c'est le CIASIM... J'entends bien. qui gère ces terres, mais qui sont sur Bidart, mais qui appartiennent à la fois à Biarritz et Bidart. Et on avait fait, à l'occasion du projet de ferme urbaine que j'avais nommé Catalinania, mais qui a été dénommé, alors maintenant je n'ai plus de nouvelles de ce projet, parce qu'il a été pris en main par la mairie de Biarritz. Et j'en demande, j'ai par courrier, email, ça, personne ne me répond. Alors, je sais qu'il y a un élu... Parle dans le micro, essaye... Ça marche? On m'entend? Ouais, bon, je m'entends. Voilà, mais il faut parler dans le micro. Et on est filmé aussi? Oui. Oh, mais c'est la totale, c'est incroyable. Vous avez fait connaissance donc avec Patrick Marie. Voilà, oui. Ouais, tranquille. Bon, parce que c'est donc le fondateur de cette radio où on est tous bénévoles. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'être bénévole, oui, mais surtout d'y participer avec l'envie de faire ce qu'on a envie, avec le désir, voilà, et pas d'être imposé. Donc si vous êtes là au même titre que moi, quelque part, hein, en tant que... Oui, mais je l'ai pris comme ça. Hein. Même si vous avez des palmes académiques, que vous êtes un universitaire, tu en as parlé, ça, j'imagine. Oui, mais c'est important, ça positionne le personnage. Ça n'a aucune importance. Moi, ce que je trouve... Moi, mon idée, quand je vous ai appelé, c'était d'avoir quand même avec nous quelqu'un qui nous parle de cette histoire de Biarritz, et en particulier de ce plateau d'Aguilera qui fait l'actualité aujourd'hui. Si vous avez quelques éléments, mais vous avez... Ça y est, on en a parlé. Ah ouais, bon. Super. Bon, je réécouterai l'émission, alors je m'en vais. Non, tu peux rester... Vas-y, tu peux poser une ou deux questions. Sur le plateau d'Aguilera, moi, ce dossier, je ne le connais pas, ou très peu. Et bon, moi, je suis biarro, j'habite Biarritz, et en tant que biarro, j'ai vu que la population biarro diminuait depuis 10, 15 ou 20 ans, je ne sais plus, mais la population biarro diminue. Alors peut-être que les derniers chiffres montrent qu'elle remonte un peu, mais en tout cas, sous l'ère Borotra, on avait cette information. Aujourd'hui, je ne sais pas. Sous l'ère Venac, je crois, à vérifier, hein, que la population continue à diminuer. Mais par contre, et c'est ça ma question, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on continue à construire sans arrêt des logements. Et il y a de moins en moins d'habitants. Alors, c'est compensé. Vous, est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'histoire de Biarritz? Est-ce que ça s'est déjà passé, ça? Non, ça s'est jamais passé. Mais vous avez l'explication dans ce qui se dit à l'heure actuelle. C'est le problème des achats des résidences secondaires.
Oui, oui, oui. Voilà. Vous pensez bien que j'y pensais, mais quand même, cette idée de construire, parce que là, il y a un manque de logement pour les habitants. Non, mais je connais bien. Je sais très bien le problème. Ouais. Mais que vous dire? Moi, je ne suis pas contre les résidences secondaires. Ouais. On a tous le droit d'avoir une résidence secondaire. On a tous le droit d'avoir une résidence Mais, secondaire. il y a un mais. Il faut savoir ce qu'on appelle résidence secondaire, parce que moi j'ai regardé des petites choses en fait où l'idée même de résidence secondaire a évolué dans le temps. Parce qu'avant c'était les gens de la ville qui revenaient chez eux dans leur maison secondaire familiale, et ça a évolué en des gens qui investissent dans Ça, c'est dans les campagnes. Oui, dans les campagnes. Oui, Pas dans les villes. oui, mais ça c'est considéré Biarritz comme une ville de province quand même. Ah, je n'ai pas dit, hein, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, là là. Oh, il faut C'est pas vrai qu'alors mélanger là, la ville et la campagne. ah non, 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 non. C'est vrai que nous on est de la ville mais par rapport à un Parisien Parce par que vous, exemple. un de vos domaines de prédilection, c'est en tant que géographe, C'est la ville. c'est la ville. Hein. Bon, donc, je ne suis pas contre les résidences secondaires. Et je considère que une partie de l'activité de Biarritz vit par ces résidences secondaires qui viennent. Sinon, il n'y aurait aucune activité entre du mois d'octobre à Pâques. Ouais. C'est parce qu'ils viennent, Avril. etc. Bon, enfin bref, on parle là d'autres choses. Oui, c'est une économie, hein. Il y a une économie. Les réparations, au-dessus. le machin, voilà. Le loisir. Alors, bien sûr, il y a trop de résidences secondaires et il faut essayer de les limiter. Mais quels sont les moyens de les limiter? Je ne sais pas. Je prends un exemple. Quartier Kléber. Je crois avoir compris que les gens qui ont acheté, ils ne pouvaient pas revendre avant 5 ans. Ah. Dans certains cas. Je savais pas. Et il ne devait pas y avoir de résidence secondaire. Oui, mais avant Il y a 5 ans, une ça veut dire que 5 ans passe vite. 5 ans après, on a une Non, résidence secondaire. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens à Aguilera. Oui. Que si on construit, il faut vraiment prendre des mesures très importantes pour que les logements qui seront faits à Aguilera ne soient pas ou ne deviennent pas des résidences secondaires. Mais quel type de mesures sont possibles? Je ne suis pas... Ça, c'est compliqué parce que c'est très complexe parce que d'un côté, tu as la volonté. Tu sais, on nous dit, regarde, tous les gens que j'ai interrogés, j'ai fait un petit aparté au départ, tu verras, où j'ai dit que c'était très courageux pour Monsieur Laborde de venir voir parce que les gens que je rencontre dans la rue, souvent ne veulent pas venir au micro. Et donc, du coup, et on me dit, tiens, mais effectivement, c'est le problème, c'est le logement des biarros. C'est pas le logement général, parce que sur la planète, il y en a plein de gens qui veulent se loger. Mais la problématique qu'on pose souvent, c'est le logement des biarros. Oui, mais des biarros. Et c'est là où il y a le problématique. Des biarros. Soyons encore plus précis. Qu'est-ce que c'est le logement des biarros? Parce que les biarros, la moyenne d'âge, c'est, je crois que c'est plus de 60 ans quand même. Oui. Bon, les biarros... Donc, les enfants des biarros. Donc, les enfants ou les petits-enfants des biarros. Alors là, je ne comprends plus. Parce que, vu que ce que je disais au départ, la population diminue, il y a de moins en moins de biarros à Biarritz. Donc, le problème n'est pas le logement des biarros, de mon point de vue, c'est le logement des gens qui viennent travailler à Biarritz l'été ou les saisonniers. C'est ça aussi. Voilà. Et ensuite, les gens qui habitent le Pays Basque aimeraient bien habiter au Pays Basque. Et Biarritz fait, que je sache, encore partie du Pays Basque. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est pas un peu restrictif de dire des logements pour les biarros? Parce que ça serait des logements pour les gens qui habitent le Pays Basque. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je vais aller plus loin. C'est ma question. C'est quoi quelqu'un qui habite au Pays Basque? Qu'est-ce que c'est être un habitant du Pays Basque? Qu'est-ce que c'est être basque, quelque part? Mais oui, parce que qu'est-ce qui donne plus de droits? Ou qu'est-ce qui donnerait plus de droits? Un statut de résident au Pays Basque donnerait peut-être plus de droits. Mais comment définir tout ça? Ma question, elle est un peu trop vaste peut-être, mais comment on définit quelqu'un qui habite une ville, qui habite un territoire? Comment on dit, lui,
il a des droits, parce que moi je suis comme vous, hein, je pense qu'il y a beaucoup trop de maisons Tu vois, secondaires. c'est bien quand tu parles dans le micro, c'est beaucoup Ah mieux. oui. Regarde. Ah oui, ça marche mieux. Oui, c'est Voilà, vrai. On est déplace-le. dans une radio, Ah. j'oublie. T'as vu? Ah oui, alors là j'ai une voix. Eh ben, tu vois. Non mais ma question c'est comment on définit, déjà commençons par définir c'est quoi habiter à Biarritz, comment on dit c'est qui un Biarro, c'est qui veut habiter à Biarritz, comment on le définit ça? C'est une vaste question, mais c'est très difficile d'y répondre. Mais c'est une question française. hein. Je vais répondre par un biais. Oui. Normalement, les gens qui veulent se loger dans une commune déposent un dossier, surtout quand c'est un logement à titre social. Ouais. Combien y a-t-il de demandes à Biarritz? J'en sais rien. Et c'est une bonne question. Et s'il y a des auditeurs qui savent, ben, Non, ils peuvent mais c'est envoyer ça, un c'est message ça. en direct ou en différé. Il y a hein. ça. Et après. Et après, on voit comment on peut fournir des logements à ces gens-là qui demandent. Et donc il faudrait, mais là on s'est mis une balle dans le pied, c'est-à-dire que maintenant, naturellement, on parle de la mairie, combien elle a de dossiers. Et le problème c'est, est-ce que la mairie a le pouvoir de... Alors, Là, il y a un problème Eh oui, également qui se pose. donner... Voilà. En ce qui concerne les logements sociaux, en fait, la ville n'a pas la maîtrise de l'attribution de ces Et logements voilà. sociaux. Ça- Automatiquement, il y a un pourcentage qui revient sous toute réserve au préfet ou qui réserve à la communauté. Eh oui. D'accord. Alors, les logements sociaux, ok, on en a besoin aussi à Biarritz. Je crois même savoir qu'il y a un déficit de logements sociaux. Et pourquoi Ah oui, pourquoi on en a besoin? Ça, c'est Tu vois la question, pourquoi on a besoin? C'est quoi un déficit de logement social dans une ben ville comme oui. Biarritz? Alors, C'est parce qu'il y a une loi qui impose Voilà. d'avoir un certain pourcentage de logements sociaux. Est-ce que c'est c'est pas une la loi... fameuse loi SRU, c'est ça? Est-ce que c'est une Et loi si naturelle? Si vous la remplissez pas, vous payez des amendes. Si ça se trouve, la ville paie, Ouais. je ne sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année parce qu'elle n'a pas le quota. Mais en D'accord. même temps, ce qui était exact, la municipalité ne peut pas remplir ce quota parce qu'il n'y a pas les terrains. Il Ah faut oui. dire quand même que... Et peut-être qu'Aguilera, je vous coupe, mais Non, serait mais une solution. On va y venir. Eh oui, Ah oui. tu vas voir. Biarritz a de grandes zones qui ne sont pas constructibles. Ouais. Autour des deux lacs et dans l'axe de l'aéroport. Ouais. Donc ça supprime des quantités de terrain qui aujourd'hui ne sont pas construits et ne sont pas constructibles. Donc le problème de la municipalité, c'est de trouver du terrain à construire. Et j'ai une question, quand on dit qu'il faut 25% de logement social, 20%. 20%, mais c'est 20% de quoi? Du total des logements. C'est pas le total des habitants. Mais Non, plus on des en construit, des logements. non, mais plus on en construit, plus il faut mettre des logements sociaux en fait. Ouais. Voilà. Et donc c'est Mais je crois qu'il y a une obligation, la communauté d'agglo a voté une obligation d'un minimum de logement social par nouvelle construction. ah, ça pour des obligations et des contraintes, ça on est bon. Oui. Voilà. Alors, Alors, on vous a coupé sur votre raisonnement par rapport à ces logements sociaux et à Aguilera. Vous voulez aller jusqu'à dire que... Donc, si vous voulez, un des terrains où la ville peut construire, c'est Aguilera. Ouais. D'où la discussion qui se fait actuellement. Est-ce que l'ensemble des logements prévus à Aguilera sont des logements sociaux ou c'est des logements en accession libre? Ça doit Ouais. être un mixte. c'est Moi, un j'ai- mix, Non, hein, j'ai- c'est, en réalité, je crois qu'ils ont prévu, et c'est ce qui est parfois critiqué, qu'un certain nombre de logements seront donnés à la promotion libre. Oui. Alors moi, disons que c'est un sujet très complexe puisque les règles Mais se sont difficile. complexifiées du fait de l'accumulation de l'organisation, en fait, le millefeuille organisationnel. Donc ça devient très compliqué. Mais par contre, moi, cette problématique aussi d'Aguilera me soulève un autre problème, disons, une autre question, on va dire, pas un problème, c'est que je me dis, mais
c'est des terrains municipaux, c'est des terrains qui appartiennent à la ville. Je me dis, mais c'est un pouvoir énorme pour la personne qui va choisir, ou pour les personnes qui vont choisir le promoteur, pour lui donner la chance, pour dire, voilà, on vous offre la possibilité de construire, d'acheter nos terrains et de construire pour vendre vos... Donc ça fait qu'on offre la possibilité à un promoteur extérieur d'acheter des terrains pour construire. Ça veut dire que c'est un pouvoir pour nos gérants de ville incroyable. Et deuxième pouvoir incroyable qu'ils ont, c'est qu'une fois que c'est construit, c'est le pouvoir de dire à qui c'est qui aura l'honneur qui aura été choisi, hein, l'élu qui aura été choisi pour acheter les logements sociaux à des tarifs... Ce sera défini avant, ça. Non. Ouais, mais qui sait? Non, mais ça veut dire qu'une personne va être choisie pour pouvoir acheter à un prix défiant toute concurrence des terrains et un appartement à Biarritz. Donc c'est un pouvoir énorme. À qui je donne ça? Tu vois, c'est-à-dire cette notion de propriété. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Eh ben, je sous-entends, et après je donne la parole. Je sous-entends que disons, qu'est-ce qui fait que en fait, le fait de donner, te dire, tiens, voilà, t'as été tu as posé ta candidature pour un logement social, je te donne l'autorisation d'acheter un appartement à un prix logement social. C'est un pouvoir que j'ai énorme. Et toi, tu auras un privilège énorme. Et donc, mais par contre, tu l'auras à vie, ce privilège. C'est-à-dire que c'est à vie. C'est-à-dire on distribue à des privilégiés, à des privilégiés, le bien de la communauté. Oui, même si on privatise un bien public. Non, mais attention. Alors, c'est tordu ce que j'ai dit, mais voyons. Alors, Monsieur Laborde. Il n'est pas question de vendre du terrain à un individu. La ville, si elle vend du terrain à des promoteurs libres, elle les fera entrer en concurrence. Oui, bien sûr. De même que la partie où il devrait y avoir des logements sociaux, elle va s'adresser à des organismes sociaux. Oui, mais c'est... Comme le COL ou comme ça. Oui, mais ils ont du pouvoir. Les gens qui vont choisir... ou après appel d'offres, le promoteur, mais la chance qu'aura le promoteur d'avoir réussi à avoir des terrains, et la chance qu'auront les personnes qui auront donné leur dossier pour avoir un logement social à Biarritz, c'est une chance. Je connais pas grand monde qui voudrait pas avoir habité Biarritz. Il faut être promoteur. La chance. Et puis, est-ce que tu as envie d'être promoteur? Je sais pas. Non, mais c'est quand ça appartient. Je veux dire, tu te dépossèdes pour la propriété et tu donnes un privilège à quelqu'un. Oui. Le droit d'exploiter un bien public. Parce que à son profit. Non, mais le bien n'est plus public à partir du moment où vous le vendez. Ah ben c'est bien, voilà. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est ce que je disais, c'est qu'on privatise un bien public. Moi, je le résume comme ça. Ça, c'est autre chose. On sort d'un bien commun, un bien public qui appartient à la communauté, à Biarritz en l'occurrence, à la municipalité, donc à nous. À tout le monde. À nous, les habitants de Biarritz, a priori. Mm-hmm. Le jour où la mairie décide de vendre ce terrain, de vendre des logements sur ces terrains, n'appartiennent plus à la mairie ou ils appartiennent encore à la municipalité? Est-ce qu'on a un droit de regard? Est-ce que est-ce que c'est vraiment privatisé? Ça devient... Parce que ça ne contredit pas l'objet de ces terrains, le legs de cette personne qui a légué ces terrains était dans un objectif que ça reste dans un bien commun et que ça reste sportif, cet endroit-là. Je crois avoir eu cette info, Patrick. Oui, le projet... Est-ce que c'est vrai, ça? Non, pour moi, non, parce que la ville l'a acheté. Elle a acheté peut-être 1 euro symbolique ou 1 franc symbolique? Non, c'était cher à l'époque, on a parlé tout à l'heure. C'était pas un leg? 200 000 euros or. 200 000 francs or. Donc il n'y a pas de leg comme on entend une rumeur. Non, vous êtes formel. Il y a ça a été acheté un acte par de la vente. Municipalité. D'accord, ok. Après, il y a eu des donateurs, style la comtesse. Peut-être qu'il y a eu des ajouts. Mais voilà.
le domaine de 7 hectares a été acheté par la ville. Donc, il appartient en pleine propriété à la ville. à la ville. Et c'est la ville qui décide. Donc, les élus, c'est les élus qui décident. Et les élus ont du pouvoir. OK. Mais un élu est là aussi pour, disons, protéger le fruit de nos ancêtres, en fait, notre héritage. Ils ne sont pas là pour... C'est un bien commun. En tout cas, c'est le bien commun. Tu vois, c'est donc du coup le bien commun. On doit... Non, mais je vais vous... C'est une vraie question. Hein. Je vais vous choquer. On privatise tout. On ne peut pas stériliser les terrains. Sous prétexte qu'ils étaient autrefois de telle façon et qu'ils appartenaient. Non, mais il faut qu'une ville évolue. Qu'elle évolue, mais absolument. Qu'elle évolue, mais toujours au détriment des habitants, parce que nous, ça mais va. Pourquoi toujours au détriment? Pas toujours. Voilà, je vais dire un truc, parce que non, mais je vais dire juste, je vais aller au bout de mon raisonnement. Pourquoi je dis au détriment des habitants? C'est parce que les habitants, nous, en tout cas, nous n'en tirerons pas bénéfice. C'est-à-dire que aujourd'hui, on en tient bénéfice parce que peut-être on a un accès libre à des terrains avant, un accès libre, on va dire, bon voilà, c'est l'héritage de nos ancêtres, ça appartient à la communauté, on a un accès libre à un endroit paisible pour faire du sport. Je parle d'Aguilera. Hein. Après, ce raisonnement, on peut l'avoir pour plein d'autres choses. Et à partir du moment où on le vend à quelqu'un, je veux dire, on n'a plus cet accès libre. Non, mais ça, c'est normal. Voilà. Et donc, donc, du coup, on prive donc l'habitant, sans lui demander son avis, est-ce que vous voulez construire ou pas, parce que la décision est prise en haut lieu. Là oui, on est sur un terrain politique, et là, tu es en train de faire la politique, c'est-à-dire que les habitants... c'est pas de la politique, c'est de la démocratie. Ce que tout est politique. Voilà. Tout est politique, oui, et partant de là, ce que tu es en train d'exprimer, c'est que comme on a donné un pouvoir politique à des élus, ils sont en charge de prendre des décisions, et à nous, aux prochaines élections, si on n'est pas d'accord, de changer d'élu. Oui, mais une fois que c'est vendu, c'est vendu. Peut-être, mais en attendant... Une fois que c'est construit, c'est construit. OK, mais ce que je veux te dire, c'est que là, tu es en train de vouloir dire que les choses sont illégitimes. Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est que nous, les habitants, on se fait déposséder, mais on se fait déposséder... D'abord, c'est toi qui le dis. Moi, je ne suis pas encore, je connais pas encore ce dossier pour savoir si on se fait déposséder ou pas. Mais non, tu vas trop loin dans ce que j'ai dit. Mais bon, j'étais peut-être un peu trop. Moi, ce que je voudrais exprimer là, c'est qu'il y a un choix politique d'élus. Ils prennent des responsabilités, et c'est bien quand des élus prennent des responsabilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je n'ai pas encore mon avis là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que il manque des logements. Pour les Biarros, je ne suis pas certain encore. Pour les gens qui vivent au Pays Basque, ça, j'en suis certain. Pour les jeunes en particulier. Mais est-ce que ça va permettre ces logements, donc à ces jeunes et moins jeunes, mais qui vivent et qui sont nés au Pays Basque, de pouvoir se loger dans cet endroit-là? Mais ma première question, elle serait là. Est-ce que ça va leur permettre de se loger? Une minorité. Et voilà. Ouais. Une minorité, et puis en plus, ça sera pas Pourquoi une minorité? Et tu rejoins mon idée. Hein. Parce que le nombre de logements est limité. Et oui, d'accord. Par rapport à la demande, l'offre est limitée. Et dans le temps. Parce qu'en fait, là, tu es en train ton questionnement ramène à cette idée de si tu veux que des logements soient dédiés aux jeunes, c'est pas juste pour 5 ans, 10 ans. C'est que ça serait... Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand je dis les habitants, si on fait des logements gérés par la ville, uniquement par la ville, tu vois, par exemple, parce que ce sont des terrains, là j'extrapole, alors que moi je suis plutôt libéral. Je veux dire, à partir du moment, et que toi, ta problématique, que moi je ne suis pas sensible à ça, mais toi, et je l'entends, hein, j'entends très bien. Quelle est ma problématique? Mais non, mais c'est celle que tu soulèves de loger les jeunes, des jeunes du Pays Basque. Les jeunes et moins jeunes, les habitants du Pays Basque. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu n'en as plus la maîtrise, c'est que limité dans le temps.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas dire, OK... Alors justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez entendu parler tous les deux, et les auditeurs, est-ce qu'ils ont entendu parler du projet? Ils sont là, elle est là, la caméra, mais il y en a une là aussi. Oui, mais c'est que celle-là qui fonctionne. Est-ce que vous avez entendu parler du projet Etchalde, qui est né à l'intérieur du Pays Basque? Etchalde, c'est un projet associatif au départ. Aujourd'hui, c'est une coopérative qui permet aux gens d'accéder à la propriété d'une autre manière. C'est une nouvelle façon de voir. Et le promoteur, entre guillemets, il n'est pas du tout promoteur, c'est un bénévole qui met en place tout ça. C'est Beñat Etchebest, le frère de l'ancien maire de Mauléon, et qui a eu cette idée que, au lieu de vendre la pleine propriété, on ne vend que l'usufruit d'un bien, et la pleine propriété appartient à cette coopérative. Donc c'est la coopérative Etchalde. Ils sont en plein en ce moment en financement participatif pour essayer d'acquérir un bien sur je ne sais plus, Boucau ou Bayonne, en tout cas près de la côte. Jusqu'à présent, ils ont acquis des biens du côté de Mauléon. Et moi, j'aimerais beaucoup les interviewer, peut-être les confronter, pas confronter, mais en tout cas avoir une discussion entre... Parce que c'est un point de vue totalement opposé. C'est une réponse à la problématique que je soulève. Ce n'est pas propre ici. Voilà. C'est une tendance générale. On ne vend pas le terrain. On vend ce qui est construit sur le terrain. D'accord. Là, Etchalde, il s'agit d'appartements ou de maisons dans lesquels il y a des logements, des locataires déjà. Et ces locataires, au lieu de continuer... Mais ils n'auront pas payé le terrain. Non. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils seront propriétaires, ils auront l'usufruit, ils pourront l'utiliser et revendre l'usufruit aussi. Donc, mon explication est limitée parce que je n'ai pas encore une super connaissance de ce dossier, mais... C'est bien, mais c'est dangereux, mais c'est bien. Non, mais attends, avant de dire c'est bien ou c'est mal, je pense que ça serait très important qu'on les interviewe ici à Biarritz pour savoir quelle est... Pour voir le détail de tout ça, parce que ça ressemble à ce qui se passe en Angleterre. C'est-à-dire que ça appartient de toute manière à quelqu'un. C'est pour ça que l'idée, c'est une des réponses par rapport, ça serait une des réponses, ça serait bien de les faire venir. Ce serait une réponse de se dire, voyons, c'est un bien commun, qu'est-ce qu'on en fait de ce bien commun, pour garantir le logement, etc., de la population. Mais là, de toute manière, ça appartient, comme en Angleterre, ça appartient encore à des nobles, ça appartient à des grands propriétaires. En Angleterre, oui. Qui louent. On n'est pas dans ce cas de figure. Non, mais ici. qui louent. Mais non, mais c'est pareil. C'est pas pareil. Que ça n'a rien à voir. C'est même l'opposé. C'est-à-dire qu'au lieu que la propriété soit individuelle, elle est collective, une coopérative que je sache. C'est du sol. Mais la propriété, c'est pas infini. Non, la propriété collective d'une coopérative, c'est tous les membres de la coopérative qui possèdent une part de la coopérative. C'est le principe d'une coopérative. Oui. C'est une activité économique. On n'est pas dans le cadre des associations, on n'est pas dans le cadre des entreprises commerciales classiques. C'est un achat commun. Voilà, mais c'est quand même une entreprise commerciale, une coopérative, et avec un statut spécial. Et ce statut spécial donne la possibilité à tous ceux qui ont une part de la coopérative d'avoir une part de la propriété de ce que possède et de faire partie de la gouvernance, de la prise de décision de cette coopérative. Oui, mais tu me parlais de terrain que les gens achètent. Non, je ne parlais pas de terrain. Non, je parlais de biens immobiliers, pas forcément de terrain. Et donc, il faudra les faire venir. Moi, je pense que c'est très important. Oui. Et en fait, le promoteur, c'est pas un promoteur, la personne qui est présidente de cette coopérative, c'est Beñat Etchebest. S'il nous entend, qu'il nous appelle. Mais est-ce que vous, Pierre Laborde, ça vous intéresserait d'avoir plus d'infos sur ces sujets? Parce que votre formation de géographe et tous les livres que vous avez écrits sur l'histoire de Biarritz, vous en avez peut-être parlé en début d'interview, vous avez fait un travail sur le logement au Pays Basque, sur le logement à Biarritz. Pareil, il y a le logement au Pays Basque et à Biarritz. Ah oui, mais justement, c'est deux questions différentes. Quoi différentes? Non, mais avec Franck, là, attention, hein, il parle de beaucoup de choses et tout ce qui est... Non, mais là, je vais te poser une question, parce que ça serait intéressant d'avoir... À l'époque, je l'avais fait, mais c'est-à-dire une façon classique, c'est de montrer le prix... qui évolue entre le littoral et l'intérieur. Ça, c'était
c'est évident. Sur les prix. Là, j'ai eu une information dernièrement sur le taux de rotation des biens immobiliers sur la côte, sur la bande de côte de 5 km du Pays Basque. Sur 5 km de littoral, on a un taux de rotation, si je ne me suis pas trompé, c'est de 7, tous les 7 ans, on a un changement de propriétaire sur tous les logements de la côte. Tous les 7 ans. Ce chiffre-là, ça me parle pas. Ça. Tu sais, Franck... Ça veut dire que dans une rue... Attends, oui, non, mais dans une rue, tous les 7 ans, tous vos voisins changent. Alors, moi, dans ma rue, j'habite depuis 14 ans à Biarritz. Je suis bayonnais au passage. Qu'est-ce que tu fais là je vais chez l'ennemi voir un petit peu comment vit l'ennemi. Oui, non, mais bon. Je comprends. Il y a une chose que je voudrais dire qui va pas plaire, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Est-ce qu'il est nécessaire de se loger à Biarritz ? Bonne question. Première question. Est-ce qu'il est nécessaire de... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir d'autres logements ? Nous faisons partie d'un ensemble, d'abord au niveau de la communauté urbaine et de la communauté du Pays Basque. Oui. Donc, si je ne trouve pas à me installer à Biarritz, est-ce que c'est vraiment un exode ? Est-ce que c'est un exil plutôt d'aller à Anglette ou d'aller à Arbonne ? Je sais que je ne me fais pas des amis là. Ah non, mais c'est la question. C'est la question. Est-ce que c'est la question de la légitimité de... En fait, même pas la légitimité. Est-ce que c'est bien approprié ? Est-ce que c'est bien à propos de construire encore des logements à Biarritz ? Alors, je vais compléter aussi. Est-ce que, selon qu'on a plus ou moins d'argent, on va habiter plus ou moins près de Biarritz ? C'est ça la question, quelque part. D'accord. Et oui, ça, c'est normal. C'est lié totalement. Oui. C'est-à-dire que les jeunes, parce que je reviens à ces fameux jeunes qui veulent habiter près de leur lieu de travail, et s'ils ont la chance de pouvoir travailler au Pays Basque, ils aimeraient pouvoir habiter au Pays Basque. Et de plus en plus de gens habitent à l'intérieur du Pays Basque puisqu'ils ne peuvent plus se loger sur la côte. Et donc ça entraîne des mouvements pendulaires. Le matin et le soir, on a des embouteillages. Ah oui, mais là c'est pas une histoire d'habitation, c'est une histoire qu'on a concentré les pôles économiques dans des endroits très précis. C'est le problème de l'urbanisme à outrance. Voilà. Oui. Bien sûr. Il faudrait construire les villes à la campagne. C'est qui avait dit ça ? C'est pas Alphonse Allais ? Oui, mais il faut revoir l'urbanisme, c'est tout. Et les pôles d'intérêt. Là, c'est vrai que tout le monde se concentre sur Biarritz. Parce que c'est comme... Je vais prendre un autre exemple. Ce que vous dites maintenant, vous avez une voie ferrée qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mm-hmm. Qui la prend ? Personne. 3 fois rien. J'ai fait une étude sur Ossès. Ouais. Il y avait 65% des gens qui travaillent en dehors d'Ossès. 65%. Ouais. Un prenait le train. Oui, mais vous l'avez fait quand ? Parce qu'ils l'ont refaite, cette ligne, dernièrement. Non. Ah oui, non. Mais c'est pas... Dernièrement, et donc il y a... Moi, je m'amuse à dire que c'est le train des Coréens, c'est tout. Oui, mais... et puis elle est tombée en panne, cette ligne... C'était une... Mais il y a tout ça à revoir. Il y a plusieurs choses. Mais par exemple, on a construit un parking à Ustaritz et à Cambo. Ils sont pratiquement vides. Parce que j'ai la curiosité d'aller voir s'il y a du monde dans ces parkings. Oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Bien sûr, c'est une question d'horaire, etc., etc. Non, c'est pour répondre, pour parler des embouteillages du matin. Mais oui. Mais oui. Parce qu'en fait, le recrutement des gens qui travaillent ici sur la côte va très loin. Vous avez des gens qui viennent de Saint-Jean-Pied-de-Port ou même de Banca. Il y a des gens qui viennent de Banca pour travailler à Bayonne. D'Aldude aussi. Mais bon. Après, n'oublie pas qu'il y a une époque aussi où les employeurs... alors c'est l'époque où les moins de 20 ans ne peuvent pas... Bon, les employeurs hébergeaient leurs salariés s'ils avaient besoin qu'ils soient là. Tu sais, ils trouvaient par eux-mêmes. Là, vous montez au 19e siècle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est ça qu'on souhaiterait quand on écoute... on souhaiterait que les gens qui travaillent ici soient hébergés dans les hôtels. Vous ne pouvez pas, parce que aujourd'hui,
les gens changent de travail tous Ben oui. les... Change de travail. Oui, mais c'est surtout Franck qui parlait. Parce que ça existe. Eh oui. Ouais. Non, mais ce sujet de saturation, le sujet de l'hébergement en fait des travailleurs, c'est surtout l'été. C'est la problématique qui vient surtout l'été. Oui, bien sûr. Voilà. Problème. Et moi ici, j'ai par exemple l'été, dans les 3 hôtels qui sont à côté du studio, il y a 400 personnes en plus tous les étés qui viennent travailler dans les hôtels. 400. Donc ça fait autant de bagnoles, autant de voitures, autant qui se gardent. Vous parlez de quels autres? Eh ben, il y a le Palais, il y a le Miramar, il y a le Regina. Vous parliez d'hébergement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du personnel qui arrive. Oui. Et donc, où est-ce qu'on les héberge? C'est la question. Et c'est vrai qu'ils ont un peu de mal s'ils veulent être à côté de l'hôtel. Voilà. Et alors, tout ça, ça pose la question de savoir... Mais on s'éloigne d'Aguilera, mais bon. Oui, mais on ne s'éloigne pas du fait que, en fait, le Pays Basque est de plus en plus est très attractif. Ben Il y oui. a une croissance de la population. On est à 310, 320 000, je ne sais plus les chiffres aujourd'hui. Moi, il n'y a pas si longtemps, je me rappelle d'un Pays Basque, il y avait 150 000, 2 fois moins d'habitants il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et donc là, il y a une croissance incroyable de la population. Est-ce que dans l'histoire d'un littoral ou des zones attractives comme le Pays Basque, mais il y a d'autres endroits en France et dans le monde, comment on a géré ça? Parce que c'est infernal. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu des bonnes gestions de ces flux? J'en sais rien. Franck, il est 12h30. On a passé d'une demi-heure on s'est dit on s'arrête à midi. On reprendra. C'est un super sujet, ça. Là, tu as soulevé des vrais problèmes. Note-les, parce qu'on va essayer de faire venir d'autres invités pour nous parler de ces problématiques. Et en tout cas, c'était passionnant. Ça nous soulève, vous voyez. Ça Ce sera donc tous les lundis matins de 11h à midi. C'est ça? Je sais pas, on verra. La problématique du logement par Radio Biarritz. C'est ça, Patrick? Mais non, il n'y a pas de problématique de logement. Il y a la problématique. Il y a un sujet. Il y a les gens. Pardon. Le mot problématique est problématique visiblement. Donc. Mais oui, il faut arrêter de dire que c'est un problème. Oui, la preuve, c'est que la question est est-ce que c'est un problème déjà? Non, mais l'idée là, ce serait de donner un rendez-vous, de revenir semaine prochaine. Oui. Donc, parce que si c'est oui, j'appelle Benyat Etchebest et Pierre Laborde. Vous reviendrez peut-être? Non, mais on prend rendez-vous. Non, mais lui donne. On va s'adapter à Monsieur Etchebest. On va s'adapter à lui. Donc, ça sera lundi ou un autre jour en fonction de son emploi du temps. Non, mais tu sais que là, on veut mettre en place des émissions plus régulières et pour que les auditeurs puissent s'y retrouver aussi. Tout à fait. Donc, ce serait l'idée au moins là, de faire une petite série vu qu'on est parti pour. Alors, moi, c'est la série. Bon, après, moi, je suis au studio. Et il faut venir. Voilà. Bon, le lundi, ça peut le faire, le lundi comme ça. En tout cas, on vous tient au courant. Oui, on en reparle. C'est un sujet qu'on creuse, moi que je creuse depuis 15 jours. Je vais continuer à essayer d'interroger de faire mes micro-trottoirs sur le sujet. Est-ce que vous vous sentez concerné par le projet d'Aguilera? Mais il faudrait un expert aussi, comme Pierre Laborde. Je ne suis pas expert. Non, mais en tout cas, vous avez... Mais non, c'est une belle discussion qu'on a eue. On a parlé d'histoire, c'était fabuleux. Mais je réécouterai le début. Voilà. Mais moi, je pense que pour toutes les questions auxquelles on n'a pas su répondre sur le taux de SRU, là, le taux de logement social. Est-ce qu'il faut répondre à ces questions? Non, mais avoir au moins des éléments factuels sur lesquels on puisse se baser, quoi. On puisse Bien sûr. Parce que là, on est un peu évasif. Là, on est parti dans les généralités. Par contre, je vais clôturer sur une citation. Voilà, Peut-être on peut demander aussi à Pierre Laborde de dire un mot. Oui, avant que tu donnes ta citation, parce que vous allez, je sais pas, par rapport à Biarritz, tous les livres, parce que j'en ai lu, parcouru quelques-uns, et vous avez écrit combien de livres sur l'histoire de Biarritz là? C'est tout à fait autre chose. Non, c'est pas autre chose, parce que vous êtes, je sais pas si les Biarros savent qu'on a la chance d'avoir un Biarro. Bon, disons. Qui a fait plus d'une dizaine de livres. Non, n'exagérez pas. Je veux dire, il y a eu plusieurs éditions du même ouvrage. Disons, il y a eu 3 éditions. Comment dirais-je, pleines. Enfin, et entre, il y a eu
des évolutions, des modifications. Voilà. Bon, donc Bon, le dernier, on les retrouve c'est- où, vos livres? Le dernier, est publié par Elcar. Ah, bien. Puis, ça doit être en 22. D'accord. 2021. 2021. Donc, chez Elcar, on retrouve Pierre Laborde. Voilà. Bon, ben merci. Alors, Et le titre, c'est- donnez le titre du livre? il est curieux. Ben, c'est l'histoire de Biarritz. L'histoire de Biarritz par Pierre Laborde Bon, chez puis, Elcar. J'ai Bon. fait un autre petit livre qui s'appelle La Côte des Basques, plage sublime, Ah, très Ah, bien. ça va plaire à notre ami Julien chez Pimientos. Pimientos. Vous connaissez Les éditions Pimiento, je connais. Très bien. Bon, ben super, merci beaucoup. Donc, je finis par ma petite citation. Ça, c'est un peu pour Franck, parce qu'il adore les chiffres. Alors, c'est une citation, c'est Isabelle Sorrent, donc un livre qui s'appelle L'addiction générale. Alors, voilà un peu ce que j'ai ressorti. Une phrase que j'ai sortie de son petit nom, c'est « Plus on se croit rationnel, plus grandit la tâche aveugle où s'efface tout ce qui ne se calcule pas. » Sur ces mots, je vous souhaite une bonne journée. Salut. C'est fort, ça. Ah là là. Bien. Et vous étiez là depuis quelle heure? 11 heures.